Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à l'équipe de Orae. Je pense qu'on va apprendre comment prononcer ce mot au cours de cette soirée. Bienvenue pour cette soirée qui a été repoussée plusieurs fois et que je suis très heureuse de quand même réaliser en réel ici au Centre culturel suisse. Je m'appelle Claire Hoffmann, je suis responsable des arts visuels ici au CCS. Et on a la chance de découvrir le projet qui est encore en cours d'exposition visible à Venise, qui a été développé par cette équipe qui est presque complète ce soir. Donc il y a Fabrice Aragno, Vanessa Lacaille et Mounir Ayoub qui sont ici. Et la quatrième personne, c'est Pierre Chepski, artiste et sculpteur qui a participé aussi à la création du pavillon suisse à Venise de cette année. Et la particularité, je trouve, c'est la diversité des champs d'activité de ces personnes, donc réalisateurs, architectes bien sûr et artistes sculpteurs qui ont collaboré autour de ce projet, autour des frontières. Et on vient de passer dans l'exposition de Denise Berchi rapidement et on a commencé un petit peu à parler justement de ce que les frontières signifient pour les personnes. Dans le cas de Denise Berchi, il s'agit des frontières entre la Corée du Nord et du Sud, donc une frontière très dure. Et ce qu'on va découvrir ce soir, c'est cette frontière qui entoure la Suisse. Et je suis vraiment très curieuse de découvrir ce que vous avez, vous, découvert dans ces recherches et ces dialogues avec les personnes qui habitent dans cette zone. Et avant de vous passer la parole, je invite Sandy Paucic, qui est responsable pour les projets de la Biennale de Venise, du pavillon suisse, à nous expliquer un petit peu ce projet et comment aussi ce projet a été choisi parmi les projets qui ont été soumis à la Biennale, au pavillon de la Biennale de Venise cette année. Merci. Merci Claire. Aussi bienvenue de Pro Helvetia, au Centre culturel suisse ici à Paris. Je suis très heureux d'être ici. Comme tu as dit Claire, c'est un processus très long. On a, je pense, 3 fois pensé d'une date et ça n'a jamais fonctionné. C'était aussi un peu le destin de ce projet qu'on a commencé, je ne sais pas quand, il y a longtemps, parce que la Biennale, comme vous savez, a été changée de l'année 20 à l'année 21. Et c'était vraiment, oui, comment dire, aussi une problématique de développer un projet pour un temps si long, mais c'était aussi une chance, comme vous allez voir, pour notre team. Voilà, en bref, Pro Helvetia est responsable pour la Biennale il y a peut-être 10 ans qu'on a commencé. C'est un changement de la loi suisse et nous faisons le pavillon à Venise pour les biennales de l'architecture et aussi de l'art. On fait aussi des événements collatéraux à Venise, des discours, discussions. On a fait pendant quelques années maintenant le salon suisse parce qu'on a aussi un palazzo à Venise, pas seulement le pavillon. Voilà. Mais pour retourner à ce projet-là, Orae Experiences on the Border, c'est un projet qui est sorti, qui a gagné une compétition qu'on a organisée. Peut-être on a commencé avec la compétition il y a 3 concours, il faut dire, concours il y a 3 années. C'était un concours ouvert. On a eu plus de 50 projets qu'on a reçus et notre jury qui consiste de 5 personnes spécialisées sur l'architecture, ils ont choisi ce projet-là. Voilà. C'était pas toujours comme ça. Les architectes, pour eux, c'est normal de faire des concours aussi quand ils font des bâtiments. Mais pour la Biennale, avant ça, on a plutôt le jury a directement nominé quelqu'un pour contribuer au pavillon. Ça change beaucoup si on pense, parce que si on nomine des gens, si on fait une nomination, ça veut dire qu'on prend normalement quelqu'un un peu plus âgé, quelqu'un qui a fait une carrière d'architecture. C'est plutôt comme ça. S'il y a un concours ouvert, ça
ouvre toutes les possibilités. Alors on ne regarde plus la qualité de l'idée, du projet, que l'autorité des personnes qui le donnent. Alors maintenant on a eu un team très jeune, on dirait, dans le monde de l'architecture, on peut le dire. Oui, et ça change vraiment un peu l'accès ou comment on dit, l'approach au projet. Voilà. Oui, ce projet que vous nous allez expliquer maintenant, qu'on peut aussi discuter, est sur le thème de la frontière. Et notre jury, qui a eu beaucoup de critères, comment choisir le projet, a vraiment, je pense, compris que ce thème a une importance immense aujourd'hui. Et moi, je suis toujours fasciné de statement que j'ai une fois entendu de vous, que vous avez dit que les villes, les grandes villes, les mégavilles ont été la grande question du XXe siècle, aussi de trouver une langue pour les décrire, pendant que les frontières sont peut-être la grande question du XXe siècle, du premier siècle. Parce que là, tous les problèmes que nous avons, beaucoup de problèmes, beaucoup de questions se déroulent. Oui, on a vu aussi dans cette exposition sur les frontières. Alors, il faut trouver une langue, il faut trouver un système de parler des frontières, peut-être pas immédiatement résoudre les problèmes, ce n'est pas votre but de expliquer tout, de donner des interprétations. Ce sont les phénomènes que vous avez observés et que vous montrez, je pense, dans le pavillon. Et ça a fasciné le jury. Et aussi une autre chose, l'aspect très, très collaboratif du projet. Parce que c'est presque tout le team qui a commencé. Vous êtes 4. Ce sont 2 architectes, un cinéaste, un sculpteur, aussi une composition du team très intéressante pour un biennale d'architecture, mais il y a peut-être 100 personnes de plus qui ont contribué à ce projet. Et ça, c'était pour le jury aussi un aspect de qualité très important. Je pense que vous avez vraiment réussi de faire un projet très, très collaboratif. Voilà, c'est tout de ma part et je vous passe la parole. Merci. Merci Sandy. Merci le Centre culturel suisse aussi de nous accueillir en ce jour pluvieux, mais radieux à l'intérieur, ici à Paris. Oui, alors moi, Mounier est architecte, journaliste, Vanessa, architecte paysagiste, on dit ça comme ça. Moi, cinéaste, quand un jour Vanessa m'a appelé, c'était en 2018, à l'automne 2018, j'étais sur un tarmac d'aéroport pour aller présenter un film de Godard à Toronto. Elle m'a appelé, écoute, parce qu'on avait eu un petit contact il y a quelques années, enfin ça fait maintenant presque une dizaine d'années, non, un peu moins, enfin bon. Elle m'a appelé, écoute, on a un projet, c'est une étude de territoire sur la frontière de la Suisse, puis on va faire des maquettes. Tu veux, enfin ça pourrait t'intéresser, c'est un concours pour Helvetia, pour le pavillon suisse à la Biennale d'architecture. Moi, du cinéma de Venise, c'est la mostra de cinéma. Le pavillon suisse, j'avais été vu comme ça, mais comme tout le monde peut voir passer à la Biennale, mais ce n'est pas forcément un domaine que je connais particulièrement. Et puis, je ne savais pas trop, enfin, j'ai pas compris, je ne pensais pas qu'on pouvait étudier un territoire. Pour moi, on étudie, je ne sais pas, une montagne, enfin, Cézanne a peint une montagne pour essayer de comprendre quelque chose. Alors, on peut étudier une bactérie ou des champignons, des fleurs. Mais un territoire, je me dis, mais comment on fait pour étudier un territoire? Mais bon, mais j'ai quand même dit oui parce que je suis toujours très curieux de comprendre. Je connais rien, mais je suis très curieux de découvrir. Et oui, pour moi, la frontière, c'était juste une ligne. Donc je ne voyais pas comment on pouvait faire une maquette d'une ligne. Et voilà, plein de questions. J'ai dit oui, l'avion est parti, et puis j'y ai plus pensé. Et quelques semaines ou mois plus tard, tu m'as rappelé, tu m'as dit, voilà, le projet est présélectionné, on est dans les 10, dans les 7, les 5, puis hop, on a présenté le projet à Zurich et on a gagné ce concours. Et ce que je trouve très intéressant dans ce projet en tant que cinéaste, c'est que pour moi, la frontière étant... Oui, sur une carte, on voit une ligne, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'était le rapport à l'autre. Ce qu'il y a dans une frontière, c'est le rapport à l'autre.
Ce qu'il y a aussi dans le cinéma. Le cinéma, ce n'est pas juste des images. C'est une image, puis une autre image, et c'est le rapport entre ces deux images qui fait le cinéma, qui fait la pensée. C'est comme si une image se poursuit sur... Donc c'est la relation. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose de cinématographique, ne serait-ce que dans l'idée d'aller vers l'autre. Et peut-être, je vais vous montrer, on peut passer le trailer qui donne un peu une idée du début du projet. Donc là, on est en 2019, on a commencé à travailler. Si encore un petit mot sur les premières étapes. Il y a un truc très intéressant, c'est que le développement du projet s'est fait avec le projet lui-même. Enfin, il y a eu une évolution et un apprentissage de comment interpréter les choses qui s'est fait presque en temps réel. Les premiers endroits où on s'est arrêté, où là j'ai commencé un petit peu à comprendre l'idée de la maquette, c'est-à-dire de créer un langage en volume, ce qui est intéressant parce que le langage du cinéma, ça serait peut-être de l'image, etc. Mais là, c'était un langage en volume, essayer de faire des choses qui ne peuvent pas être dites, mais exprimées dans l'espace. Et les premières étapes, justement, il y avait l'idée, on amène avec une maquette qui ressemble au territoire, donc avec des courbes de niveau, des choses qui ressemblent à quelque chose de vrai qu'on retrouve sur les cartes de géographie. Sur la carte qu'on connaît, quand on nous dit frontière, on voit la ligne sur une carte. Et on s'est dit que, en faisant l'expérience, on s'est rendu compte qu'il se passait moins, que les gens, devant une maquette déjà établie ou une carte déjà établie, on se sent un peu perdu, quoi. Ils n'arrivaient pas trop à s'exprimer sur qu'est-ce que c'est, comment exprimer par le volume sur une ligne comme ça, sur une carte, ou sur une maquette déjà réalisée avec les courbes de niveau. Et on s'est rendu compte que c'était plus intéressant d'oublier tout ça et de venir avec une page blanche et de presque s'interdire de regarder les cartes. Donc de penser la frontière ou cet espace en étant un peu comme un peu ignorant, c'est-à-dire un peu oublier le savoir. Et puis c'est là que les choses ont pu émerger. Bon, allez, le petit trailer. So. Donc, tandis que là, c'est tous les jours, ces gens-là vivent ensemble.
Voilà, bah, c'est pas juste une ligne, une frontière, quoi. C'est un ensemble de gens, de vie et de choses qu'on a commencé à rencontrer. Je te passe la parole pour le processus même du travail autour de l'expo. Ah si, ah bon d'accord, ok, je croyais en parler du processus. Ah, on va tout de suite avec l'expo. Bah, alors on peut continuer à parler parce que les images qui vont venir maintenant, c'est un petit travelling que j'ai filmé en vitesse à l'ouverture de l'expo, donc il n'y a pas beaucoup de fleurs par exemple à l'extérieur du jardin. Voilà. Comme ça vous voyez, en fait l'étape... parce qu'il y a une étape après, c'est la discussion avec les gens dans le territoire. Mais... Oui, il y a un fribourgeois assez sensible qui, il y a quelques semaines à Venise, disait qu'il était amoureux des cartes de géographie. Toute sa vie, il a toujours aimé ça énormément. Et en ayant vu l'exposition, il s'est rendu compte qu'en fait, les cartes étaient fausses. Parce que c'est une carte qui dit une espèce d'objectivité du monde par des dessins magnifiques. Hein. Les cartes suisses, elles sont superbes à voir en détail. Mais qu'en fait, elles ne sont pas vraies parce que les gens n'ont pas la même perception de l'espace. Il y a 10 000 cartes comme il y aurait... Enfin, il y a 8 milliards de cartes, quoi, comme il y a 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Quoi. Il disait ça. Donc si ça, c'est la frontière de la Suisse, ou si c'est la Suisse, c'est évidemment pas... Voilà, c'est plusieurs tailles, plusieurs formes, c'est un ensemble de subjectivités, en fait. Chacune de ces maquettes, c'est un point de vue subjectif, sensible de quelqu'un, exprimé librement à sa manière, et après retransformé pour qu'elle puisse tenir dans une exposition, mais c'était ça. Alors, s'il n'y a pas de son là, c'est parce que j'avais pas vraiment des micros. Dans l'exposition, ça grouille de son. Il y a des petits... Comment on est en train de regarder comme ça. Il y a des petits haut-parleurs de ci, de là, et on entend des récits, on entend des histoires. Il y a aussi des sons qui passent sur des haut-parleurs plus gros et qui, tout à coup, il y a un moment de musique ou il y a un moment des gens qui gueulent... Dans une gare parce c'est des frontaliers qui ont des problèmes que les trains suisses ne leur font pas suffisamment, enfin qu'il y a des trains qui manquent, donc ils sont un peu en grève. Voilà. Bon, ici, pareil, bon, je fais un peu descriptif comme ça. Là. Je ne sais pas si on se rend compte, mais je recule un peu du coup. On est allé donc sur le rencontrer les gens, mais tu vas en parler après, ça, tout en détail, tout ça, très bien. Mais donc on a fait des maquettes avec eux, avec une matière en plastique, en mousse d'isolation, facilement utilisable. Et on voit là, par exemple, l'image en bas de la fabrication de la maquette chez la personne, et cette image est projetée sur la maquette elle-même, dans le pavillon, et on voit le monde à travers Enfin, on a une vision globale de toutes les maquettes depuis là-haut. On a rencontré des Suisses, on a rencontré des étrangers, on a rencontré aussi des réfugiés afghans.
peut-être tu en parleras tout à l'heure, mais là, il y a aussi un exemple, là, ces maquettes-ci, dans le même endroit. Là, à Gondo, par exemple, c'est l'entrée de la Suisse par le sud, le chemin qui rentre par le col du Simplon. C'est une entrée assez forte pour rentrer en Suisse. C'est une espèce de petit chemin qui chemine au milieu de falaises immenses, de roches noires très impressionnantes. Et puis là, on a rencontré 2 personnes. Enfin, non, plusieurs personnes, mais il y en a 2 particulières. Il y a eu 2 modèles avec ça. C'est un endroit qui s'appelle Gondo, qui a subi un éboulement assez tragique il y a une vingtaine d'années. Et plusieurs personnes ça a coupé la ville en 2, le village en 2, dont le père d'une des personnes qu'on a rencontrées. Et pour lui, ces montagnes, elles sont immense. Enfin, c'est quelque chose d'étouffant. Il a fait un truc très, très expressif comme ça. Et pour un autre qui habite là, qui adore son endroit, qui se promène partout, tout autour de son village, et il va dans d'autres villages à côté, il va visiter des grottes, des mines d'or, etc. Lui, au contraire, non, il adore cet endroit. Et il a fait une toute petite maquette, enfin une gentille maquette comme ça, du même endroit. Ce qui fait que c'est pas la même chose, mais c'est le même endroit. Voilà. Bon, après, il y a des images, je ne veux pas te raconter tout ce qui se passe, mais par contre, tu peux... je ne vais pas faire la conférence. Non, mais... Pardon. En fait, cette installation, c'est aussi un grand environnement immersif. Il ne s'agissait pas, du coup, de donner une réponse sur ce qu'est la frontière de la Suisse, mais plutôt exprimer à travers ces récits, ces fragments d'histoire, ces fragments de vie qui sont représentés en maquette, mais aussi avec des images, Fabrice, qui sont en dialogue constant. La diversité, la pluralité de ce qui peut se percevoir sur la frontière. Effectivement, un même lieu peut être représenté de manière différente, et il y a un nombre incroyable d'histoires. Il y a 42 maquettes, il y a 49 histoires. Il y a 83 personnes et toutes ces voix nous racontent leurs frontières, mais aussi la frontière qui est un territoire complexe et un territoire vécu. Donc voilà, c'est cette grande maquette qu'on voit. On voit toujours à travers. On voit jamais une seule maquette pour elle-même, mais toujours une maquette qui dialogue avec une autre, qui dialogue avec une image, qui dialogue avec un texte. Et c'est ça qu'on voulait montrer à Venise. C'est un peu ce qu'on a vécu sur ces 3 années de travail. Toutes ces réalités se superposent constamment et ça fait de la frontière un territoire extrêmement riche et un territoire qui est en constante transformation. Voilà, il y a des frontières physiques, il y a des frontières immatérielles, il y a des frontières humaines, et tout ça, c'est justement raconté dans l'exposition et dans cette grande installation. Mais vous inquiétez pas, on va aussi raconter l'histoire dans l'ordre après. L'ordre, c'est le désordre, moins le pouvoir. Oui, mais c'est exactement ça. It's over. C'est magnifique, les images. Voilà. Oups. Ah oui, je te passe. Merci beaucoup. Donc, effectivement, comme Fabrice l'a très bien raconté, on a préféré commencer par l'exposition justement pour montrer un peu toute cette complexité des regards avant de raconter l'histoire qui a duré 3 ans. Je reviens un peu sur l'équipe. C'est vrai qu'on a commencé tous les 4 avec Fabrice, Pierre, Mounir et moi, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui ont collaboré dès le départ. D'autres personnes ont travaillé avec nous. On a commencé à 4, puis à 8, puis à 12. Mais surtout, on a travaillé avec les habitants de la frontière. Donc 83 personnes ont construit ces maquettes avec nous, nous ont raconté leurs histoires. Et en vrai, sont autant producteurs du projet que nous. Donc voilà, on a de nouveau quelques images de l'exposition, de cette grande maquette immersive. On a vu la carte dans les images de Fabrice. Et le patio aussi. Et en fait,
Voilà, cette histoire, elle a commencé à la frontière entre la France et la Suisse, pas très loin de Genève, à Pougny-Chancy, à ce petit village où justement, on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce qu'on t'a appelé. Et au moment où on a été présélectionné, on s'est demandé comment on allait illustrer le projet, comment on allait illustrer notre démarche, qui était une idée simple, d'aller faire le tour de la frontière, de faire des maquettes avec les habitants et de les montrer dans le pavillon suisse à Venise. En fait, la réponse, elle a été plutôt simple. On s'est dit, on va essayer, simplement. Donc, on est allé rencontrer Richard et Marie à Pougny-Chancy, qui nous ont raconté leur quotidien à la frontière. Ils habitent en France et ils travaillent en Suisse. Ils sont suisses et français et hongrois et ils traversent la frontière chaque jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc là, on est sur le pont entre Pougny et Chancy, ces deux petits villages qui sont comme un couple adultère, nous disait Richard, où passe le Rhône, et c'est le Rhône qui fait frontière à cet endroit. Et finalement, au lieu de séparer ces deux territoires, le Rhône, c'est plutôt un élément fédérateur autour desquels les gens se retrouvent, et c'est presque un élément de leur identité, je devrais dire. Richard, qu'on voit en orange sur l'image, s'appelle lui-même un Rhodanien. Donc voilà, c'est là que tout a commencé. Donc on s'est posé la question, une fois qu'on a fait cette étape, effectivement on l'a montré à Pro Helvetia et ils nous ont dit allez banco, on y va. Et puis après l'idée c'était comment on reproduit cette expérience à l'échelle d'un pays, à l'échelle de toute la Suisse. Donc on a commencé simplement par prendre une carte, on a loué une voiture avec Fabrice et Pierre et puis pendant une semaine on a fait le tour de la Suisse. On a regardé, on a fait vraiment le tour de la Suisse. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'on ne pouvait pas suivre la frontière en voiture parce qu'il n'y a pas de route qui suit la frontière. Donc on a été obligé de faire des chemins de traverse, de passer par plein d'endroits différents. On a commencé à discuter avec des gens, rencontrer des gens dans la rue, essayer de comprendre un peu à quoi ça ressemblait et puis prendre aussi la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire la frontière suisse ? Ce n'est pas une ligne, bien sûr, sur une carte, c'est un territoire qui a ses particularités, qui a des enjeux particuliers, où il y a beaucoup de problématiques. Et puis on en a rencontré plusieurs pendant ce tour. La première, évidemment, c'est la Suisse. On a cette idée, cette représentation de la Suisse et ses frontières naturelles, et la montagne, les lacs, les cours d'eau. Effectivement, cette idée que les frontières seraient immuables. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Que sur les frontières, il se passait beaucoup de choses. Là, on voit justement, sur cette image, on voit ce loisir qui se développe à la montagne et cette fabrication d'une image qui est en fait pas tout à fait la réalité. On a vu d'autres problématiques, comme les problématiques juridiques. Là, on est sur le lac de Constance, qui est une particularité en Europe. C'est un condominium. C'est-à-dire que sur ce lac, il n'y a pas de frontière dessinée. Si vous ouvrez la carte de la Suisse, vous verrez qu'entre tous les lacs, il y a des pointillés qui marquent la frontière, mais pas du tout sur le lac de Constance. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cet espace est géré de manière... l'espace est géré par les 3 pays autour, et c'est l'usage qui est partagé et non le territoire. Et évidemment, sur la frontière, il y a énormément d'infrastructures, des ponts, des tunnels, des barrages qui gèrent effectivement une grande production énergétique. Là, on est sur le barrage du Lago di Lei. Et ça fait partie des grandes problématiques. Il y a une financiarisation aussi de la frontière. Là, on est à l'extrême est de la Suisse, dans une vallée qui s'appelle Samnaun, où justement, suite à une particularité de territoire, on pouvait y accéder que par l'Autriche pendant très longtemps. Elle a eu un statut particulier de zone franche, donc c'est devenu une zone de détaxe. Et dans les années 70, s'est développée une grande station de ski et un pôle commercial de duty free qui attire énormément de monde. Et là, on peut acheter des montres de luxe, de la haute parfumerie. Et c'est un shopping mall à ciel ouvert sous couleur de chalet suisse.
On a rencontré d'autres problématiques. Là, on est à Bâle, donc dans cette ville aux 3 frontières. Et évidemment, à la frontière, il y a aussi énormément d'industries, de plateformes logistiques, de transports qui se mettent à la frontière et qui profitent, qui bénéficient de ces différents statuts et des différences de valeurs qui sont communes à tous ces territoires de frontières. Une personne avec qui on visitait cet endroit nous a dit souvent on met à la frontière ce qu'on n'a pas très envie de voir. Là, on voit une usine d'incinération, on devine aussi une usine de saucisses belles, qui est très connue en Suisse, et c'est aussi l'endroit où il y a les grands campus pharmaceutiques, Novartis et Roche. Et bien sûr, la problématique sociopolitique, humaine, de tous ces travailleurs frontaliers qu'on a vus dans les vidéos tout à l'heure, de ces gens qui traversent la frontière quotidiennement pour se rendre en Suisse, y travailler, qui rentrent chez eux. Donc là, on est en bas du Simplon dont tu parlais, et à Iselle, juste à l'autre bout du tunnel qui traverse le Simplon entre Brigue et l'Italie, le Valais et l'Italie. Et on voit ces travailleurs frontaliers qui font le trajet chaque jour en train et qui récupèrent leur voiture pour parfois aller encore plus loin chez eux. Mais c'est commun à énormément de territoires de la Suisse. Donc on s'est rendu compte vraiment en faisant ce tour que la frontière c'était vraiment un territoire et que ce territoire il était habité de gens qui ont eux-mêmes une histoire, une représentation, un vécu de la frontière et qu'on avait envie d'entendre. Et donc voilà pourquoi on a organisé ce grand tour. Comment ça a démarré ? On a acheté un camion de déménagement. Ouais, ce camion est derrière. Là. C'est Fabrice qui l'a trouvé. Ouais, j'ai toujours rêvé de voir un camion qui fasse comme ça. Celui-là, il avait ça, quoi. C'était peut-être pas la meilleure des occasions parce qu'il y en a eu quelques pannes. D'ailleurs, enfin, c'était ça aussi là. C'était intéressant parce que c'est une première idée. On se dit super, on fait un atelier de maquette avec des appareils, enfin, des outils pour couper, de la matière première, machin. Et puis on fait le tour de la Suisse en camion. Et puis le camion, ça a marché parfois, mais parfois il a eu des pannes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, dans les endroits où il est tombé en panne, il a fallu se démerder, trouver des endroits. Et c'était parfois beaucoup plus intéressant dans les endroits hors camion, c'est-à-dire encore une fois d'arriver tout nu pour rencontrer les gens. Et voilà. Enfin bon, ça c'est une parenthèse, mais ouais, il y avait quand même il a fallu un input. Et l'input c'était on prend un camion et on y va. Oui. Donc voilà, on l'a aménagé, comme tu viens de le dire. On a fait un studio de maquettes dedans. Et puis un peu vidéo pour essayer de partir avec notre espace de travail et rencontrer les gens. Donc on a organisé une tournée. Ouais. Pierre, il est là, Pierre Chepski, le sculpteur, oui, là, voilà. avec son bonnet rouge. Là. Hein ouais, mais surtout, ouais, moi. je suis pas là. Oui. Si, là, je suis là, on me voit derrière le 30. Mais non, surtout, voilà, Pierre qui n'est pas là ce soir, il est là-bas. Avec son bonnet rouge. Dans son camion. Et donc du coup, on a organisé ce tour qui a duré 7 mois. C'était des allers-retours, bien sûr, et on a fait 49 étapes. Comme je le disais, on a rencontré 83 personnes, mais on a mis à contribution plus de 200 personnes pour justement trouver ces 83 personnes. Donc voilà, ces 49 lieux, on a rencontré des habitants. Et qu'est-ce que ça veut dire, habitants ? Parce qu'à vrai dire, habitants de la frontière, ça n'existe pas comme terme. Donc l'idée, c'était de trouver des personnes qui vivent, expérimentent, traversent la frontière de manière quotidienne, ou pas d'ailleurs, qui ne la traversent pas, et de leur demander quel était leur vécu sur la frontière. Donc on a fait appel à tout ce qu'on pouvait. On a sollicité, pendant ce pré-tour, on a commencé à rencontrer des personnes qui nous ont donné des contacts d'autres personnes, on a pris des rendez-vous, mais aussi parfois, comme disait Fabrice, on y est allé tout nu et on a démarché les gens dans la rue, on les a invités à participer au projet. Ça a plus ou moins marché parfois, et parfois très bien. Et du coup, on a rencontré ces personnes qui à chaque fois avaient une représentation singulière de la frontière. Alors bien sûr, on a eu tout type de profils, des jeunes, des moins jeunes, le pêcheur sur le lac de Constance, le chercheur d'or dont tu as montré les images tout à l'heure, une boulangère, des architectes, quelques-uns bien sûr, mais aussi des juristes, des requérants d'asile, toute personne qui pouvait avoir une expérience sur la frontière
entre la Suisse et les pays voisins. Donc, petite idée de comment on a fait. Alors là, je vous fais le scénario idéal, mais comme l'a dit Fabrice, ça n'a pas toujours marché. Et puis ça s'est mis en place. Ça a créé d'autres idéaux, quoi. C'est Bien ça. sûr. L'imprévu là était parfois plus riche que l'idée préconçue, quoi. Donc, oui. Et ça s'est construit au fur et à mesure, parce qu'évidemment, on a commencé en ayant une idée théorique, et puis elle s'est adaptée au fur et à mesure jusqu'à devenir un peu ce scénario qui était en premier lieu une rencontre, une discussion qui prenait son temps. Voilà, on rencontrait une personne. Là, on est à Samna, on est avec un gérant de piste de ski qui nous explique son vécu, qui nous raconte son territoire, on prend le temps de discuter avec lui, de comprendre aussi la précision de sa description, la complexité ou les superpositions de son vécu. Ça peut être le vécu professionnel, mais aussi personnel. Et ça prenait quand même pas mal de temps. Ensuite, on invitait cette même personne à construire une maquette du territoire de son choix, de la frontière. Donc ça pouvait avoir n'importe quelle échelle, ça pouvait représenter exactement ce qu'il voulait. Donc au départ, on avait pensé amener les maquettes de territoire, les modifier sur place, et au final, comme tu le disais tout à l'heure, on a préféré ne rien amener du tout. Et ça, c'est la première d'ailleurs, justement. Ça, c'est la deuxième. On est au Jura. Oui, non, en fait, c'est la première maquette, pardon. C'est la première maquette. Page blanche. Ouais, page blanche. On s'est dit, non, si on amène trop de savoir, on ne voit plus rien, quoi. Du coup, là, c'était ces plaques d'origine d'isolation, et puis des espaces ont commencé à se dessiner. Bon, c'était d'abord du dessin, c'est vrai, mais il y avait quand même déjà une autre forme que celle que j'en avais amenée, la carte de Suisse Topo. Donc c'est vrai qu'à disposition, on avait des plaques de mousse, des outils pour les couper, des feutres, et l'idée c'était d'essayer d'accompagner les gestes, d'intervenir le moins possible. Donc ça, c'était un très très gros travail pour Pierre, justement d'entrer en dialogue par la forme, par le volume, d'essayer de traduire, de transcrire ce que la personne était en train de nous raconter en objet en 3 dimensions. Donc voilà, c'était essayer de moins intervenir, qu'il décide de l'échelle, du cadrage, des éléments à représenter sur la maquette. Et nous, on était là pour aider, et même Fabrice parfois faisait des morceaux de maquette, des petits objets. Oui, j'aimais bien. Ouais. Non, mais je proposais des fois la caméra, parce qu'à force d'être avec eux, j'avais envie aussi de partager ça aussi, quoi, de ne pas être qu'à l'extérieur du champ. Voilà, et ensuite, quand c'était possible, de partir sur le terrain, visiter ces mêmes territoires avec eux, voir le territoire à travers leurs yeux, qu'ils nous montrent ce qu'ils avaient choisi de représenter, choisi de ne pas représenter. Parfois, des montagnes disparaissaient des maquettes, et c'était aussi ça qui était intéressant, autant voir ce qui est, mais aussi voir ce qui n'est pas. Et bien sûr, tout ce processus, toute cette aventure a été filmée par Fabrice, qu'on voit de dos là-bas, qui accompagnait toutes les phases du projet, avec sa caméra et son équipe, évidemment. Donc voilà, 49 étapes, ça va être assez difficile de résumer. Donc là, aujourd'hui, on a choisi 3 histoires, donc plusieurs maquettes, mais 3 histoires, 3 lieux où les expériences nous renseignaient à la fois sur la manière de travailler, mais aussi sur les différentes représentations du territoire. Donc on commence ici dans les Grisons, à la frontière entre la Suisse et l'Italie, pas très loin du lac de Côme, où on est à Castagenia. C'est un petit village qui, avec Villa di Chiavenna de l'autre côté de la frontière, forme une petite entité dans cette vallée qui s'appelle le Val Bregalia. On a rencontré 2 femmes à cet endroit. J'aime bien raconter cette histoire parce que ça parle un peu comme ce que tu disais sur Gondo tout à l'heure, sur un même lieu, 2 manières de se représenter le territoire. Donc la première, c'est Ursula, que vous voyez sur l'image. Elle est boulangère, elle vient de Castagenia, elle y habite depuis sa naissance et sa famille aussi. Et elle décide de nous raconter son vécu de ce village de Castagenia. Elle nous a fait visiter, bien sûr, mais d'abord, elle nous a construit une maquette. Et elle choisit de représenter en maquette son village.
Donc elle commence bien sûr par cette vallée, les quelques constructions, les ponts, la rivière qui traverse. C'est un paysage très familier, très confortable pour elle. Voilà, on voit les châtaigniers, c'est une région où il y a beaucoup de châtaigniers. Donc voilà, elle décide de représenter les châtaigniers, les coteaux qu'on voit justement au fond et la rivière. Donc pour elle, c'est un village lequel elle ne quitte jamais, qu'elle aime beaucoup. Voilà la rue pavée ici qu'on voit avec les constructions en pierre. Elle l'appelle son pays, Il Paese. On y parle italien dans cette région. Et voilà, donc pour elle, c'est ça. Et la frontière, finalement, elle n'existe presque pas parce qu'elle va peu ou pas de l'autre côté de la frontière. Et la deuxième rencontre qu'on fait, c'est une jeune femme qu'on a rencontrée justement dans un café de l'autre côté de la frontière qui habite à Villa di Chiavenna, donc à 150 mètres de là où habite Ursula. Et elle, son histoire est un peu différente. Elle est femme de ménage dans les hôtels de Saint-Moritz. Donc là, chaque jour, elle traverse en bus la vallée pour se rendre à son lieu de travail. Et elle nous raconte justement, elle nous fabrique cette maquette d'une route qui monte, je dirais, interminablement. Donc sur sa maquette, voilà, on voit la route qui monte, qui serpente. Et il y a peu de construction, il y a peu de bâtiments. Le paysage, finalement, il disparaît un peu parce que c'est un monde auquel elle n'appartient pas. Pour elle, sa vie se passe de l'autre côté de la frontière et cet endroit, elle n'y va que pour le travail. Et donc voilà, ça donne ça, sa maquette. Donc voilà, c'est un même territoire. Voilà le territoire d'Ursula. Donc ce petit village très joli, très confortable dans cette vallée. Et pour Delia, on a cette route qui mène vers Saint-Moritz. Une autre histoire, Fabrice, celle-là tu l'aimes bien, de ce couple qu'on a rencontré, Temur et Masoma, qui sont afghans, qui ont immigré d'abord en Iran, puis d'Iran en Suisse, et qui vivent dans le Tessin. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, à la question à quoi ressemble le territoire de la frontière en Suisse, la réponse était assez claire. C'est qu'ils ne savaient pas vraiment, dans la mesure où, pour deux raisons. La première, c'est que quand ils sont arrivés de nuit, ils sont passés par le nord de la Suisse et ils ont été emmenés dans le Tessin plus tard. Et la deuxième, c'est que leur permis de séjour ne leur permet pas de traverser la frontière, ni même de s'en approcher finalement. Donc, Temur nous disait, pour moi, la frontière, c'est le permis de séjour. C'est ça, ma frontière. Donc, ils ont construit mais ça ne les a pas empêchés de construire des maquettes, en vrai. Ils ont construit deux maquettes qui sont très importantes pour nous. La première, des maquettes de col. La première, c'est une maquette d'un col à l'intérieur du pays, en bas duquel ils habitent, qui s'appelle le Monte Ceneri. Et ce qui était intéressant, c'était la manière de commencer à représenter cette maquette, qui était une maquette très, très frontale, très verticale, presque un peu comme une miniature persane. Donc, il y a peu d'éléments sur cette maquette. Il y a le bâtiment en bas qu'on voit, là où ils habitent, une route qui monte et des arbres qui sont plaqués sur la façade de la montagne. Et parallèlement à ça, ils ont construit un autre col le lendemain. Ils sont revenus pour construire. Alors chacun avait pris le parti de faire une maquette. La première maquette, c'est Temur qu'on voit ici. Ils ont fait ensemble, mais c'était sa maquette. Et la deuxième, le col de Bamiyan, c'était la maquette de Masoma. Ils ont représenté aussi ce col qui, lui, est en Afghanistan, qui n'est pas non plus sur la frontière, qui sépare deux provinces afghanes, Bamiyan et Daikundi. Et ils ont choisi de reconstruire ce col. Et aussi symboliquement, ils ont décidé de reconstruire le Bouddha de Bamiyan, qui a été détruit par les talibans. Et pour eux, c'était un acte assez symbolique. Et après, ils ont utilisé le même langage, sauf qu'ils n'ont pas mis les arbres et la végétation au même endroit. Ce qui était drôle, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'en Suisse, quand ils sont arrivés, ce qui était très fort pour eux, c'était la végétation, la présence de la végétation sur les montagnes. Et alors que la rivière près de laquelle ils habitent, le fleuve Ticino, était très aride, très industrialisé. Et donc, les arbres sont sur les murs dans la maquette de Monte Ceneri. Et sur la maquette de Bamiyan, c'était complètement l'inverse. Les montagnes sont arides et les champs de pommes de terre, c'est une région très connue pour ses champs de pommes de terre, sont au sol et sont très verts. Donc, pour
pour représenter un endroit auquel ils n'avaient pas accès, ils ont fait appel à une recomposition. Donc c'est une maquette d'un lieu de lieu qui n'existe pas complètement tel quel. Ils ont fait appel à la réalité de leur vécu, donc une frontière à l'intérieur du pays, mais aussi des souvenirs, la mémoire et l'imaginaire. Donc ce qui est assez beau, et puis ce qui était assez beau dans le choix de représenter l'école comme frontière, c'était aussi cette idée de route, de passage vers un ailleurs qui n'est jamais représenté sur la maquette. Si tu as envie de raconter un peu. Oui, non, il y avait. J'étais très touché par le fait qu'ils sont en Suisse parce que les talibans, parce que la guerre en Afghanistan, dont ceux qui ont fait exploser ce Bouddha, et j'ai trouvé ça extrêmement, en tout cas à filmer, à l'y voir redessiner ce Bouddha, le resculpter, le couper et le remettre. Il est là. On l'a pas. Les talibans nous l'ont détruit, mais il existe. Mais c'est pas juste un souvenir, ils l'ont construit, quoi. Enfin, il y avait un truc qui s'est fait comme ça naturellement que j'avais trouvé magnifique, quoi. C'est un peu une des beautés qu'il y a avec la maquette. Pourquoi est-ce qu'on a... Enfin, ce qu'on a découvert en faisant, hein, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas l'idée avant, c'est que la maquette, c'est un outil très intéressant pour représenter, certes, ce qui existe. Dans la plupart des maquettes, c'est ce qu'on fait. Ce qui n'existe pas, mais aussi ces espoirs. On y projette le passé, le futur, les espoirs, et tout ça dans le même objet, qui en fait quelque chose d'incroyablement riche, et riche même pour nous, architectes, pour comprendre un territoire. Cet outil de la maquette a été dépassé au-delà de nos espérances. Et la dernière expérience, un peu peut-être plus ordinaire finalement, nous a emmenés à Kreuzlingen, rencontrer Fabio, c'est un jeune architecte, qui nous a raconté son quotidien de la vie à Kreuzlingen. Kreuzlingen est une ville petite de Suisse qui est accolée à la ville un peu plus grande allemande de Constance. Et ce qui est intéressant dans cet endroit, c'est que les deux villes sont séparées par une grille, mais depuis longtemps. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, cette grille est très présente. Et donc Fabio, lui, ce qu'il avait envie de nous raconter, c'est justement l'histoire de cette grille, à quel point elle est très, très présente dans sa vie quotidienne. Et du coup, il l'a représentée très fort dans sa maquette. Il nous disait qu'il y avait énormément, ces décennies, d'idées d'effacer cette frontière, d'en créer des passages. Mais à chaque fois, c'est toujours très monumentalisé. Donc du coup, la grille, elle est encore plus présente. Donc il nous a raconté ces deux histoires. La première, c'est celle de la Kunstgrenze, qui est cette promenade de la frontière c'est une apologie de la frontière, qui, au lieu de disparaître, existe encore plus, évidemment. Et la deuxième, c'est sur cet aménagement de douane, qui est la douane piétonne, qui est à l'intérieur de la ville, qui est entre Kreuzlingen et Constance, qui est devenu un espace très passant, avec les vélos, c'est très sympathique. Mais par contre, quand il a fallu décider de faire un sol, le sol vert a été choisi. On a du mal, quand on connaît un peu les histoires de frontières et ce que veut dire les green zones, c'est assez maladroit comme choix de couleur, vu la connotation militaire que ça peut avoir. Néanmoins, ils ont choisi cette couleur pour être plus ouverts, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord ni sur la texture, ni sur la couleur. Et bien sûr, les travaux ont été réalisés par chaque pays. Donc du coup, voilà ça, cette image, c'est un peu comment la frontière existe d'autant plus. Et donc du coup, sa phrase qu'il nous a dit à ce moment-là, c'était monumentaliser la frontière, c'est comme faire un tatouage sur une cicatrice. Donc voilà, c'était 7 mois, ça nous a amené de juillet 2018, même si la première étape c'était en juillet 2019, la première étape c'était en décembre 2018, jusqu'en janvier 2020. Oui. Et là, je te passe. Alors là, on est effectivement en janvier 2020, donc on ramène toutes les maquettes qu'on a récoltées sur le terrain pendant 7 mois, et puis on les dépose dans notre grand atelier à Genève pour la première fois. Donc c'est un moment assez particulier parce qu'on se retrouve avec toutes les maquettes posées côte à côte.
Et puis, en les disposant, en commençant à leur donner en les mettant dans l'espace, en leur donnant peut-être des titres, en commençant à regarder, il y a comme une espèce de résonance entre les maquettes qui commence à se développer. Puis il commence à y avoir, je dirais pas un langage, mais un monde de cette frontière. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle rappelle, en fait, elle est assez proche de ce qu'on voit dans l'exposition à la fin. À ce moment-là, on commence un travail un travail caché, en quelque sorte, pas du tout un travail de terrain, mais un travail assez long, ce qu'on appelle le travail de relevé. Ça veut dire qu'on commence à mesurer toutes les maquettes, toutes les distances, et évidemment tous les éléments sur les maquettes, c'est-à-dire tous les arbres, tous les bâtiments. On commence à les mesurer un par un, et puis on les redessine aussi. On récoltait aussi toutes les teintes de couleurs, toutes les textures qui ont été faites par les habitants. Et puis, à un moment donné, à force de dessiner tous les éléments, le langage auquel on est habitué, en quelque sorte, il commence à être non seulement remis en cause, mais il disparaît. Et puis, il y a comme un nouveau langage, qui est le langage même du projet, qui commence à émerger à travers ces dessins un peu précis. Ça, c'était une étape qui me semble assez importante, parce qu'il y a eu toujours dans le projet cette espèce de dialogue entre un travail de terrain, donc cette espèce de connaissance qui est celle du terrain, et puis il y a comme un regard un peu scientifique, un regard un peu objectif sur ce qu'on a récolté sur le terrain. À partir de là, on commence à se dire, on va commencer à fabriquer l'exposition, et puis il y a eu beaucoup de discussions, et puis il y a une décision qu'on prend qui est très importante, qui est charnière. Et puis on se dit qu'on ne va pas exposer les maquettes telles quelles, qu'on a récoltées sur le terrain, parce que ce n'est pas une œuvre d'art brut en quelque sorte, mais en même temps on n'allait pas faire tabula rasa de tout ce qu'on a récolté et puis faire autre chose. Ça veut dire on se décide entre nous, et puis on fait une autre exposition. Et puis il y a ce qu'on n'a pas théorisé, mais ce qu'on a appelé, nous, tout simplement, continuer le travail. Comment continuer le travail à partir de ce que nous ont donné la tournée sur le terrain et ce que nous ont donné les habitants. Donc on choisit quasiment le même matériau, il y a une légère différence, mais c'est quasiment le même. En tout cas, c'est la même substance, c'est de la mousse polystyrène. Et puis, ce travail de poursuite de ce langage, là, on voit deux exemples. Il y a la maquette qu'a montré Vanessa tout à l'heure et le Bouddha de Bamiyan qu'on voit ici au fond. Ça, par exemple, cette maquette-là de Masoma, c'est une reconstitution exacte de la maquette originale. Après, dans la maquette au premier plan, c'est la Grüne Grenze. Par exemple, cette maquette, comme on disait tout à l'heure, les processus de fabrication avec les habitants, on ne pouvait pas passer énormément de temps, tout simplement parce que les gens ils fatiguent au bout d'un moment, donc on passait 1h30, 2 heures, pas plus. Et par exemple, là, c'était Richard, il me semble. Oui, c'était Richard. Lui, il nous a fait les arbres, il nous a fait le modèle des arbres qu'il voulait, il nous a donné les teintes des couleurs des arbres et la situation. Et après, nous, on n'avait qu'à, entre guillemets, peindre les autres arbres et les poser sur la maquette. Et évidemment, les découper. Là, vous voyez tous les arbres découpés. Donc là, c'est vraiment ce travail, en quelque sorte, entre la maquette faite sur le terrain et la maquette qu'on va exposer après à Venise. Ça, c'est une période qui dure quelques mois, entre janvier et avril, je crois, non, c'est ça, mars-avril, ouais, juin. Là, les maquettes, elles commencent à être peu à peu bouclées pour l'exposition. Et puis, la pandémie, elle commence à débarquer là, en Europe, ça débarquait en Italie. Et donc là, on décide donc il y avait quand même on commençait à s'inquiéter, on avait peur que la biennale ne se fasse pas. Mais on décide quand même de finir les maquettes. Et puis, patatras, en mai, je crois, en mai, la biennale, elle est retardée d'abord de 3 mois pour août. Donc pour l'été, quoi, elle a été raccourcie. Et puis après, très vite après, il a été décidé qu'elle allait être retardée d'1 année. Donc là, on est obligé de tout stocker, tout ranger dans un hangar. Et puis, il y a un truc qui se passe à ce moment-là qui est assez particulier dans le projet, qui évidemment n'était pas prévu. C'est que dans tous les articles de presse, on parlait que de la frontière à ce moment-là.
avec la pandémie. Là, par exemple, c'est l'exemple de Kreuzlingen, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on voit le lac de Constance au bout. Il y a les sculptures qu'on a vues tout à l'heure, là, qui, on ne l'a pas dit, mais en fait, ils ont eu la bonne idée que ce soit une réinterprétation du fil barbelé, ces trucs rouges-là. Et à Kreuzlingen et Constance, pendant la pandémie, que ce soit la ville allemande ou la ville suisse, chacun a construit une grille des deux côtés de la frontière avec un espace au milieu. Pour rappel, quand même, il y avait un fil barbelé et un grillage pendant la Seconde Guerre. Donc, comme quoi, voilà, ça peut revenir assez vite, quoi. Mais ce qui s'est passé paradoxalement, ce que je trouve très intéressant à ce moment-là, c'est que comme la frontière, elle ne touche, ceux qui ne pouvaient pas traverser la frontière, la question ne touchait pas qu'une partie de la population, mais toute la population. Mais paradoxalement, c'est la condition pour que quelque chose devienne d'intérêt public. Quand elle touche tout le monde, ou la majorité, tout d'un coup, la chose devient d'intérêt public. Et donc, la frontière devient profondément un espace public. Alors nous, là, on était un peu coincés à Genève, et puis on s'est dit, bon, il va falloir qu'on continue le projet, tout simplement parce que la question, il y a eu comme un nouvel apport à la question, en quelque sorte. Elle redevient autrement plus d'actualité. Et là, on décide de revenir sur le terrain. Enfin, ce qu'on souhaite faire à ce moment-là, c'est de revenir voir les habitants avec lesquels on a travaillé 2 ans auparavant, et puis d'aller continuer le travail avec eux. Mais c'était très compliqué parce que, pour rappel, on était en lockdown, et puis toutes les frontières étaient fermées, et puis tout était fermé. Ça veut dire qu'il n'y avait ni restaurant, ni café, ni rien du tout, quoi. Donc à ce moment-là, on décide qu'est-ce qu'on fait? Et puis on commence on décide de transformer le camion qu'on vous avez vu au début là, et puis on le transforme en un espace architectural ouvert, et puis qui va recevoir le public, donc non seulement les habitants qu'on a reçus au premier tour, mais le public. Ça, c'est un moment important aussi, parce que pour nous, je dirais à contrario de ce qu'on a vu à Kreuzlingen tout à l'heure, comment on artialise la frontière, comment on en fait une sculpture, la réponse architecturale plutôt à la frontière, la meilleure selon nous, c'est celle du mouvement. C'est plutôt de répondre par un espace qui soit éphémère, ouvert, et en tout cas toujours en mouvement, et qui ne sacralise pas ou qui ne laisse pas trace sur le territoire. Donc à ce moment-là, on construit ce camion que vous voyez au bout. Là, ici, on est toujours à Kreuzlingen. Donc voilà, après c'est des dessins d'architecture, c'est classique. Vous avez l'unité de base du camion vous avez l'unité de base du camion qui s'ouvre en un format, ce qu'on appelle un format atelier, qui reçoit du public et puis qui peut s'ouvrir en très très grand sur 17 mètres dans mon souvenir, avec les escaliers qui se déploient et qui s'ouvrent sur l'espace public. Voilà, les maquettes, avec ce sol rouge qui se déploie. Il y avait cette idée aussi qui nous tenait à cœur, que ça soit ces couleurs, c'est cette idée aussi de garder un aspect ludique de la chose, de ne jamais tomber dans des espèces de dispositifs trop sérieux dans le territoire. Le camion, il a un côté un peu circassien, il y a un côté un peu... Voilà. Donc là, on est à Berne. Avec la Haute École spécialisée bernoise, on transforme la remorque, enfin on en rachète une autre en réalité, et puis on construit cet espace, en fait, cet espace public ouvert qui va s'ouvrir. Après, on le verra. Là, on est à Berne. Oui. Oui, là, effectivement, on est en janvier, donc on passe tout l'été. Et puis, on est en janvier, effectivement, ici, on est en janvier 2021. Et là, juste avant d'aller à Venise, on décide donc de faire ce second tour. Et on s'arrête dans 5 endroits sur la frontière, donc au col du Grand Saint-Bernard, à Chiasso dans le Tessin, à Kreuzlingen, à Bâle, et puis de nouveau à Genève. Donc vous voyez, là, le camion fermé. Là, il est au col du Grand Saint-Bernard. Il faisait froid. Il faisait très très froid. La tournée, elle s'est passée en 3 semaines, entre fin février et début mars. Donc vraiment à la fin du lockdown, mais pendant le lockdown.
Ouais, et oui, effectivement, ce que j'avais pas dit, c'est que c'est un moment où dans ces lieux, dans ces 5 lieux, on invitait les habitants qu'on a rencontrés au premier tour, mais on les faisait venir de différents endroits. Et pour nous, cet endroit-là était modestement une idée de mettre en relation à la fois les gens de la frontière, de toutes les parts de la frontière suisse, entre eux, mais évidemment de part et d'autre. Là, pour la petite anecdote, notre association qui a créé ce projet, on devait faire des attestations pour traverser la frontière pour les gens venant de France, de Suisse, enfin d'Italie et d'Allemagne et d'Autriche. Là, on est à Bâle. Toujours. Là, vous Là, voyez, vous voyez la petite fille que vous avez vue dans le film de Fabrice. Le temps passe, hein, quand même. Ouais. Là, ouais, exactement. Enfin, on a eu beaucoup de chance parce que pour ce genre de projet, lorsqu'on travaille avec les habitants, souvent, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va voir les gens, on passe un bout de temps avec eux, et puis après, on s'en va. Là, nous, on a eu la chance de les voir 2 à 3 fois, les gens, sur 2-3 années. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est fabriqué en collaboration avec eux. Ça veut dire qu'on est allé les écouter, et puis après, on est allé leur reproposer quelque chose d'autre, et puis on en a discuté. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce camion? C'était en fait des discussions, on leur a soumis en quelque sorte le projet qu'on avait élaboré avec eux dès le départ et après dans l'atelier. Et puis, on a soumis le projet, et puis on en a discuté ensemble dans le camion. Et puis, de fil en aiguille des discussions, on a retranscrit en direct toutes les discussions qui se sont faites dans le camion. Donc, c'est des ateliers d'écriture collective. Et puis, dans chaque étape, on retranscrivait, on resoumettait aux habitants ce qu'on avait écrit, et puis on l'affichait dans l'étape d'après. Donc, il y avait comme une espèce d'écriture collective, mais accumulative. Là, on voit dans le tableau noir qu'on avait au bout, où on affichait les phrases issues des discussions. Et de ces discussions, de ces dialogues en quelque sorte, on en a extrait quelques-uns. Là, on était une semaine et demie avant d'aller à Venise pour le montage. Donc là, on voit tous les esquisses, quoi. Et puis de ces dialogues, en quelque sorte, de ces scénettes, on en a extrait quelques-unes qu'on a affichées sur le mur du pavillon, sur le mur en briques du pavillon à Venise. Et puis la dernière affiche, quand on sort, excusez-moi, l'idée ici, c'est un peu comme ce qu'on a montré au début de ces phrases. C'est un peu la même idée, à mon sens, que les maquettes ou que les vidéos. C'est jamais de. Évidemment, là, il y a un extrait et on voit pas tous les dialogues, mais c'est surtout de laisser une espèce de pluralité des regards ou des phrases, en l'occurrence sur la frontière, mais en aucun cas d'affirmer une espèce de statement autoritaire, on va dire, sur la question. Mais c'est vraiment l'idée d'apporter une espèce de pluralité ou une complexité du regard, et en tout cas essayer de ne pas le simplifier. Là, la dernière affiche, juste en sortant, avant de sortir du pavillon, c'est ce qu'on voit, et puis c'est la définition du titre. Donc oré, c'est le pluriel du mot aura, qui est un équivalent du mot frontière, un équivalent latin du mot frontière, et qui au sens strict veut dire la fin de quelque chose, l'extrémité du territoire, mais qui au sens figuré veut dire le début de quelque chose. Ce que disait Cindy tout à l'heure au début, c'était effectivement, on a commencé le projet avec ce statement, et effectivement, on le croit vraiment. Je pense vraiment sincèrement que si le XXe siècle était le siècle des villes ou des métropoles, toutes les problématiques qu'on voit ces 20 dernières années se jouent sur les frontières. Il y a la pandémie, mais pas que la pandémie. Il y a les crises migratoires, il y a les crises climatiques, les crises financières. Elles se jouent. En tout cas, je ne veux pas dire qu'on ne les voit pas dans les villes ou dans le reste du territoire, mais on les voit d'une manière plus accrue sur la frontière. Elles fonctionnent comme une espèce de peau qui révèle toutes ces problématiques. Puis à la fin, on arrive... J'aime pas le mot conclusion parce que c'est mais c'est un avis en tout cas. C'est cette idée que la frontière peut être le début de quelque chose. C'est pas une histoire d'utopie, mais c'est de se dire au fond,
Ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, c'est que c'est un espace public, c'est un espace de mise en relation et c'est un espace d'altérité. Et au fond, je crois qu'on a, en tout cas, on n'a pas le choix. On est obligé de le considérer comme un, en tout cas, en tant que les architectes ou les gens qui s'occupent des sciences et des arts de l'espace, on pense qu'on doit scoltiner la question, quoi. Et puis voilà. Fabrice et Vanessa, on n'a pas d'autres. C'est tout. Non, vous avez des questions peut-être? Non. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis qu'on a fini, maintenant, ça fait quelques mois, chaque semaine ou chaque 2 semaines, j'ai une conclusion provisoire de l'affaire. Donc là, c'est une. Ouais, en fait, c'est des apprentissages. J'ai appris de la frontière en faisant le projet, mais je n'ai pas un statement précis sur la frontière. Donc c'est cité Dorae, quand on dit « the beginning of something », c'est cette idée que c'est le début de quelque chose et que ça doit être le début de quelque chose, mais en aucun cas, voilà. Les contacts avec les gens, qu'est-ce qu'il reste de ça? Est-ce que vous êtes encore en contact avec quelques-uns? Est-ce qu'il y a un discours ou... Alors, quelques-uns, pas mal au final, sont venus à Venise voir l'exposition. Pas tous, évidemment, mais certains parmi eux sont venus voir l'exposition. Mais c'est surtout ce qui est au-delà. Pour des gens, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué d'aller à Venise et d'aller voir l'expo. Mais ce qui est surtout énormément touchant, c'est les mails qu'on a reçus, parfois en cours de projet. Ça veut dire les gens, ils ont encore un avis à dire sur la frontière. On a reçu des poèmes, des gens scandalisés, parce que, surtout pendant la pandémie. Ça veut dire à ce moment-là, les gens ont complètement réagi. Et puis, oui, Vanessa, tu as reçu beaucoup de mails qui re-racontent la frontière autrement, quoi. Ce qui est assez intéressant jusqu'à lundi dernier, où on a encore croisé un autre participant, enfin, ce lundi même, Daniel, Anne. En fait, on est en relation et puis tout le monde s'est mis en relation aussi. Il nous racontait un truc assez joli, c'est que, en fait, entre eux maintenant, même au-delà de nous, ils s'envoient des messages, ils font des relais, des articles de presse, que ce soit sur l'exposition, mais aussi sur la frontière. Et en fait, ils continuent à échanger, ils continuent le dialogue. Il y a un fromager qu'on a rencontré dans le Jura qui m'avait envoyé un mail qui nous avait envoyé un mail il y a encore quelques mois, disant que même s'il ne pouvait pas venir, la richesse de ce projet, c'est d'avoir initié une question qui continue à être réfléchie. Et on reçoit effectivement Fabio, dont on a vu la maquette à Kreuzlingen, nous a encore envoyé des photos il y a peut-être 2 mois de ça, avec une nouvelle intervention sur la frontière. Et ça continue en fait. La question continue au-delà de nous. Nous, on n'en était que les relais, mais elle continue aussi à être discutée. Il y a dans ce deuxième tour, il y a juste une anecdote que je voulais dire, c'est que par exemple, là, on est au Grand Saint-Bernard, et à ce moment-là, il y a des personnes qui se sont rencontrées par hasard, qui venaient de Genève, du Grand Saint-Bernard, de cette vallée, et de la vallée d'Aoste, et du Simplon, qui ont commencé à discuter, à initier un projet entre eux, leurs frontières, mais vraiment au-delà complètement de notre intervention. Ils ont commencé à discuter d'une région, de ce que ce serait une région transfrontalière alpine. Et voilà, c'est des questions. Oui, ils ont passé quoi, une bonne heure à discuter. Est-ce qu'il fallait l'appeler région transfrontalière alpine, parc, etc. Et puis nous, on était en dehors de la discussion. Je me demandais aussi, par rapport au projet qui est présenté dans le contexte de la Biennale d'architecture, est-ce que vous avez été confronté avec cette question, pourquoi ce projet à cet endroit, qui sort un peu de ce qu'on imagine typiquement comme projet dans un pavillon. Et je serais curieuse d'entendre un peu aussi ces réactions par rapport au contexte de monstration de votre projet. Bon, en fait, on nous a posé cette question
quand on a ouvert le pavillon à Venise, c'est en quoi ce projet est-il de l'architecture ? Et la réponse, elle était simple, c'est que la frontière est un thème incroyablement important pour l'architecture. C'est ce que disait Mounir, et on croit en fait que c'est l'endroit où c'est l'espace public par excellence, et c'est l'endroit où l'architecture peut rejoindre les engagements politiques, que c'est un endroit où on peut agir. Alors en Suisse, et c'est une frontière relativement paisible, c'est un endroit aussi de voisinage, de dialogue, de relations. C'est là où on pourrait imaginer qu'il puisse se passer quelque chose et qu'on puisse se prendre en main ce thème en tant qu'architecte. Mais ce qui était surtout important, c'est que c'est un espace qui n'a jamais été considéré vraiment comme un territoire. On parlait vraiment de cette zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est un territoire qui est stérile, et pourtant, ça reste un territoire. Donc, l'idée, c'est aussi de changer le regard sur cette frontière et de la considérer enfin comme un élément qui lie deux endroits, de l'un et l'autre, et plus du tout comme une ligne qui sépare. Absurdement, la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et du Sud est en fait un paradis de la biodiversité. Parce que, du coup, c'est plutôt fertile, mais par rapport à la présence de toutes ces espèces qui peuvent vivre là, dans l'absence de l'humain, en fait. Les frontières paisibles grouillent de vie, de vie, que je dirais. Par exemple, beaucoup de casinos en Suisse sont sur les frontières. Beaucoup de programmes un peu, on va dire, annexes sont sur les frontières. Donc, plus la frontière est paisible, plus elle grouille d'activités, comme on a vu Bâle tout à l'heure. Et moins la frontière est paisible, plus c'est un no man's land. Peut-être on peut ajouter aussi à ce que tu as dit, Vanessa, que oui, le thème, pourquoi ce thème, quand on a présenté de la part du pavillon suisse à Hashim Sarkis, le directeur de toute la biennale, quand on a présenté votre projet, il était très content parce qu'il a, je pense, posé 5 thèses sur son exposition qu'il a fait dans le pavillon central et au Arsenale. Et une de ces thèmes était vraiment aussi la frontière. Alors Hashim Sarkis était très content. Il a aussi dit que la frontière est un sujet très important, je pense. Merci. Juste une question par rapport à la relation entre l'exposition, qui m'a fait une impression, et vous l'avez dit, il me semble aussi, un peu fragmentarisé, c'est-à-dire qu'on voit des fragments, on lit des fragments, on a des projections sur les modèles, etc. Et donc la relation entre ça et la narration que vous avez présentée maintenant, est-ce que parce que moi, comme vous entendez, j'ai pas vu malheureusement pas, l'exposition à Venise, est-ce que le public a la possibilité de suivre les narrations, ou bien est-ce qu'on peut identifier déjà les lieux précis? Est-ce qu'on peut déduire un petit peu ces narrations, il me semble assez touchantes, ou bien est-ce que ça reste dehors et ce qu'on voit, c'est que les maquettes avec quelques fragments de citations, de projections? Bon, là, c'est des fragments parce que vous en avez montré que des tout petits bouts. Oui, bien sûr, non, ça j'ai compris. Mais non, le truc, c'est qu'il y a, je ne sais plus combien maintenant de gens et d'histoires, mais elles sont presque, on a essayé quand même de toutes les exprimer dans l'espace. Mais elles ne sont pas toutes en même temps, elles se passent l'une après l'autre ou de manière aléatoire. Et bon, c'est vrai qu'elles se croisent. Par exemple, l'histoire... et vous avez donc concrètement, chaque histoire est racontée en anglais. Vous pouvez les écouter, vous pouvez les lire, et elles dialoguent. Par exemple, une histoire qui parle d'un thème, vous l'entendez, mais par contre vous voyez autre chose parce qu'il se passe une autre chose à l'image, et donc vous faites une association particulière. Mais on n'a pas voulu non plus faire là, mais ça pourrait se faire ailleurs, je ne sais pas, mais quelque chose de didactique.
Ou de c'était l'idée quand même de donner de montrer la pluralité, mais pas que une histoire après l'autre. Mhm. D'accord. Puis il y a cette histoire aussi de... pardon, les haut-parleurs dont parlait Fabrice, c'est celui-là. Là. Mhm. Quand vous vous promenez dans l'espace, ça veut dire que ces haut-parleurs vous racontent une des petites histoires. Oui. Mais ça veut dire que j'entends peut-être l'histoire des Afghans à un endroit que je ne vois pas en ce moment-là, mais je regarde une autre maquette. Ouais. Si vous voulez, il y avait cette idée aussi de spectateur-acteur. Ça veut dire que quand vous rentrez dans la salle, la majorité des visiteurs de la Biennale ne connaissent pas la Suisse. Donc ça, quand on parle de Gondo, Kreuzlingen, ça ne veut pas dire grand-chose pour la majorité de la population qui visite la Biennale, je veux dire. Ouais. Donc l'idée, c'est que quand vous rentrez dans l'exposition, dans cette espèce de mundus imagilis, d'images, de sons, de textures, de couleurs, vous fabriquez vous-même votre opinion de la frontière, même si elle est issue d'histoires réelles qu'on a vécues, qu'on a essayé de retranscrire ici, enfin, à travers surtout les maquettes et les vidéos, mais in fine, vous fabriquez vous-même votre propre narration. Et l'intention, encore une fois, c'est de ne pas raconter une histoire précise sur la frontière, mais que le visiteur se pose lui-même la question de la frontière comme espace public, ou en tout cas, la frontière selon lui. Donc, c'est juste dans l'exposition, là, on a mis des formulaires pour les gens intéressés qui peuvent raconter eux-mêmes leur histoire de la frontière. Et puis, on en a ramassé pas mal, mais évidemment, les gens ne racontent jamais la frontière telle qu'ils l'ont vue dans l'expo. Ils racontent complètement d'autres histoires de la frontière. Merci. Ok, merci beaucoup de ce tour d'horizon, tour de la Suisse, plusieurs tours de la Suisse que vous nous avez fait et vraiment rendu très vivant ce projet à Venise et qu'on a pu partager avec vous ce soir. Merci d'être là, merci d'être venu. Merci beaucoup. Il y a encore des images comme ça, vous les avez. Merci. Merci. On n'a pas parlé de la balançoire. Ah ouais.